Et ça commence par un élément, pratico-pratique, c'est de dire que, les travaux, ils se font pas forcément n'importe comment. Il suffit pas d'attraper la première solution qui nous vient pour se dire: «Super, on va commencer par ça et on verra après ce qu'on fait». Ça doit faire, l'objet d'une véritable étude. C'est pour ça que, en général, avant réalisation des rénovations globales ou importantes, on fait un audit énergétique ou en tout cas on a un plan, hein, avec ce qui est mis en place par exemple avec le plan pluriannuel de travaux. Voilà, de façon à ce que soient identifiés les éléments à réaliser, les plus intéressants, les financièrement les plus impactants sur un temps de retour ou une consommation et surtout dans quel ordre les réaliser. Donc typiquement, isoler un bâtiment est plus intéressant avant de changer son système de chauffage que après. Pour une raison simple, les systèmes de chauffage, vous allez pouvoir les dimensionner correctement à partir du moment où on connaît le besoin en puissance d'un bâtiment. Et s'il est isolé ou pas isolé, évidemment, le besoin pour chauffer correctement le bâtiment n'est pas le même. D'où l'intérêt de travailler d'abord sur son isolation ou sur ses menuiseries avant de faire le remplacement d'un système de chauffage, voire de travailler évidemment de manière globale. Donc c'est pour ça que le système le dimensionnement des systèmes de chauffage ou de refroidissement, hein, d'ailleurs, il est extrêmement important. On avait pris des habitudes lointaines de dimensionnement important, donc il y avait un surdimensionnement avec une marge de manœuvre qui était prise par les installateurs. Aujourd'hui, on sait travailler avec des systèmes informatiques de modélisation que l'on n'avait pas lors de l'installation des systèmes de chauffage collectif en copropriété quand on a une copro qui a 50 ou 60 ans. Donc très clairement, on a progressé et il faut pouvoir profiter de cette progression, de cette évolution pour dimensionner correctement son système. Même chose dans beaucoup de systèmes de chauffage, vous avez un système de secours, on a régulièrement des doubles systèmes, c'est-à-dire vous avez 2 fois la même chaudière au cas où. Bon, très clairement, dans le cadre d'un remplacement, d'une rénovation de chaufferie, il n'est pas forcément nécessaire d'aller sur un remplacement à l'identique des 2 systèmes. On peut très bien garder un système très performant pour tourner à l'optimal de son rendement et avoir un système de secours qui est un peu moins performant, mais qui ne prendra le relais que au plus froid de l'hiver, donc peut-être même pas tous les ans, en tout cas on l'espère, et qui fera l'appoint en hiver ou système de secours si toutefois on avait une production, on va dire, numéro 1 qui devait tomber en panne. Alors les chaudières fuel, malgré le coût aujourd'hui du gaz, c'est clairement un système qui aujourd'hui est obsolète. Les chaudières fuel sont interdites dans les rénovations, c'est-à-dire qu'on ne peut plus remplacer une chaudière par une chaudière fuel, on peut réparer les modèles existants, mais très clairement, à terme, ce système sera totalement interdit, notamment à cause des émissions de gaz à effet de serre. Et de sa forte consommation, hein, puisque il existe de très rares modèles de chaudières fuel à condensation qui sont malheureusement assez peu performantes ou problématiques, notamment à cause justement des condensats qui sont extrêmement acides. Donc changer aujourd'hui à un système de chaudière, de chauffage fuel permet une économie en termes de consommation de kilowattheure de l'ordre de 20%. Une fois de plus, on en revient au prix actuel de l'énergie. Le fuel a été plus intéressant, mais de toute façon, on viendra à le faire disparaître. Donc, réglementairement, aujourd'hui, vous avez tout intérêt, dans le cadre de chaudière fuel, à passer sur d'autres systèmes. Pas forcément au gaz, mais en tout cas à passer sur d'autres systèmes. Les remplacements de chaudière, aujourd'hui, fuel ou passage vers un autre système qu'on va voir après, sont éligibles à MaPrimeRénov', si c'est de l'individuel, à MaPrimeRénov' copropriété, si c'est du collectif, et à l'éco-PTC. Donc on peut bénéficier aussi d'un système de financement ou d'incitation par les systèmes d'aide. Quand on va passer sur un système de chaudière à condensation, donc principalement gaz, hein, même si ça existe en fuel, principalement gaz, le passage à un système à condensation, donc dans lequel on va réutiliser les fumées pour réchauffer une nouvelle fois notre système à eau, vous allez générer a priori approximativement 15% d'économie d'énergie. Les temps de retour sont assez
correct, surtout au prix aujourd'hui de l'énergie, en fait, ça va aller très, très vite. C'est extrêmement rentable, hein. En termes de kilowattheure, par contre, on est sur une durée moyenne de 10 ans pour retrouver, pour rentabiliser l'investissement. Vous avez donc plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte également sur la possibilité de passer en chaudière gaz condensation. C'est les C2E qui peuvent rentrer en ligne de compte, MaPrimeRénov', une fois de plus, individuel ou collectif, et l'éco-PTZ. Il y a juste une problématique qu'il faut avoir en tête sur la chaudière à condensation. Si elle est collective, globalement, il n'y a pas de problématique. Il faut tuber la chaufferie, mais on a déjà un système de tubage. Donc, au pire, on passe sur un tubage inox. Et les condensats sont de toute façon évacués, sans problème particulier. Par contre, si on est sur des chaudières individuelles, l'évacuation des condensats et la problématique de tubage peut être plus importante, puisqu'on a des problématiques enfin des problématiques. On a la nécessité d'avoir un tubage inox double paroi qui est totalement étanche, hein, parce que sinon on a un risque de condensation justement dans des conduits qui seront poreux s'ils sont par exemple en béton, et des risques d'apparition d'humidité ou autre. Donc on doit tuber des conduits existants, ce qui parfois peut être complexe ou problématique. Le plus simple restant de mettre des chaudières avec donc un système, ce qu'on appelle de ventouse, donc c'est évacuation directe à la sortie d'un logement près d'un ouvrant. Mais il peut y avoir des contraintes si on est en centre-ville, contraintes urbanistiques et même un élément, on va dire, visuel, d'esthétique dans les logements ou à l'extérieur. Donc c'est à prendre en compte, tout n'est pas faisable comme ça, juste en claquant des doigts. Et puis enfin, vous allez avoir d'autres possibilités, c'est d'ailleurs de switcher vers des systèmes, on va dire, un peu plus performants ou un peu plus novateurs, typiquement les pompes à chaleur ou les systèmes biomasse, hein, granulés ou bois. C'est plus performant, c'est plus écologique, hein. Les pompes à chaleur sont connues pour avoir des rendements qui sont extrêmement intéressants. On est en plus sur une énergie un peu plus propre, entre guillemets, puisque c'est de l'électricité. Par contre, c'est effectivement un système qui est assez contraignant dans son installation, parce qu'il n'est pas certain qu'on puisse faire juste un switch, copier-coller de ce qu'on avait avant en termes d'installation. Vous avez nécessité d'avoir des éléments extérieurs sur les pompes à chaleur, hein, pour gérer l'arrivée RO, enfin surtout la différence de température. Et dans le cadre évidemment d'un granulé par exemple, il faut pouvoir stocker, donc il faut un silo de stockage du granulé. Sinon, il n'y aura pas possibilité de faire fonctionner votre installation. Il y a également une autre possibilité, c'est que vous ayez un raccordement possible sur un réseau de chaleur. Les réseaux de chaleur de plus en plus tournent aujourd'hui en cogénération, donc c'est-à-dire avec un chauffage gaz et biomasse, ce qui peut avoir un impact intéressant sur les consommations. Les prix du mégawattheure sont en général assez intéressants. Tout dépend évidemment le nombre d'immeubles raccordés sur les réseaux de chaleur. Et malgré tout, une fois de plus, dans le cadre actuel, ça permettra une amélioration en termes de consommation, mais on n'arrivera pas à gommer 100% l'effet d'une hausse de prix côté gaz, par exemple. Mais une fois de plus, toutes les pratiques qu'on évoque aujourd'hui, elles sont là pour maîtriser une consommation et pas un prix de l'énergie. Il faut décorréler ce prix de la molécule versus combien je consomme. Si je réduis ma consommation, déjà, je me prémunis au maximum du prix de ma molécule. Donc toutes ces énergies, on va dire un peu nouvelles, ou en tout cas ces systèmes particuliers, nécessitent une vraie étude et un accompagnement pour ne pas partir sur un système qui serait malheureusement pas possible après coup.